bienvenue dans le débat sur France 24 consacré aux élections mi-mandat aux États-Unis. Les Américains élisent les députés de la Chambre des représentants, un tiers des sénateurs, mais aussi les gouverneurs de 36 États. C'est un scrutin crucial, bien sûr, pour Joe Biden, car les démocrates risquent de perdre la Chambre, mais aussi le Sénat. Tout dépendra, bien sûr, du taux de participation. La campagne très polarisée a vu s'affronter Joe Biden et Donald Trump venus soutenir leurs candidats. Alors, ces élections sont-elles un test pour la démocratie américaine? Quel est le rapport de force entre démocrates et républicains? Quel impact sur la politique de Joe Biden en cas de victoire des républicains? Donald Trump va-t-il prendre sa revanche? On va poser ces questions à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amy Porter. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, porte-parole du Parti démocrate en France. En face de vous, Vanessa Biar-Schaeffer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente des Republican Overseas en France également. Bienvenue à vous dans le débat. Julia Souly est avec nous. Bonsoir, spécialiste des États-Unis à l'université d'Artois. Et puis nous avons en direct de New York John Rick MacArthur, directeur du mensuel Harper's Magazine. Bonjour à vous, John Rick, et bienvenue. Merci. Nous allons faire intervenir d'ailleurs nos envoyés spéciaux en Géorgie, mais aussi en Arizona pendant cette émission. Mais tout d'abord, justement, on va faire un petit point sur ce que sont ces midterms. Les Américains, je vous le disais, votent pour ces élections mi-mandat. 43 millions d'entre eux ont d'ailleurs déjà voté par anticipation. Le scrutin concerne donc la Chambre des représentants, un tiers des sénateurs, mais aussi un certain nombre d'élections locales. On fait le point avec Nabia Makloufi. C'est une épreuve pour chaque président des États-Unis, une élection pile à la moitié de son mandat. Du résultat de ce scrutin dépend sa marge de manœuvre. À la Chambre des représentants d'abord, où l'ensemble des 435 sièges est mis en jeu. Cette chambre basse du Congrès est actuellement contrôlée par les démocrates avec 221 fauteuils contre 211 pour les républicains. Le Sénat, autre échelon du pouvoir, 100 sénateurs y siègent. Et un tiers de cette chambre haute est renouvelée tous les 2 ans, soit 35 fauteuils en jeu pour cette élection. L'influence des démocrates y est particulièrement fragile. Grâce au soutien de 2 sénateurs indépendants, le camp présidentiel totalise 50 sièges. C'est une égalité parfaite. C'est donc la voix décisive de la vice-présidente Kamala Harris qui fait la différence. Sur la trentaine de sièges en jeu, le scrutin s'annonce très serré dans au moins 4 États, la Géorgie, le Wisconsin, le Nevada et la Pennsylvanie. À échelle plus locale, les Américains sont également appelés à désigner les gouverneurs dans 36 États. Considérés comme un référendum sur l'action du président, ces midterms sont très souvent synonymes de défaite. À de rares exceptions, le parti au pouvoir perd systématiquement des sièges au Congrès. Et à quelques jours du vote, la cote de popularité de Joe Biden est plombée 39% selon le dernier sondage Reuters-Ipsos. Si les républicains parviennent à s'imposer au Congrès, ils bloqueront l'action de l'exécutif. Ils pourraient même empêcher le président de nommer les magistrats de son choix à la Cour suprême. On va tout de suite en Géorgie retrouver Julie Dungeloff, notre envoyée spéciale. Vous êtes devant un bureau de vote, Julie, dans un quartier afro-américain d'Atlanta, un quartier où on vote plutôt démocrate. Oui, tout à fait. En 2020, pour vous donner un élément de comparaison, 88% de la population afro-américaine de Géorgie avait voté pour Joe Biden. C'est vous dire qu'ici, dans ce quartier, on voit principalement des panneaux en faveur des démocrates, des différents candidats, que ce soit pour le poste de gouverneur ou encore le poste de sénateur. Alors, comme vous pouvez sans doute le voir, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant ici, mais cela ne veut pas dire que la mobilisation n'est pas importante. La directrice du bureau de vote nous disait tout à l'heure que dès 6h30 ce matin, alors que les bureaux de vote ouvraient à 7h, il y avait une longue file d'attente devant ce bureau de vote pour que les gens aillent voter, que probablement, un peu plus tard dans la journée, il y aurait à nouveau une affluence. Et ce qu'elle me disait aussi, c'est que cela ne voulait pas dire que la mobilisation n'était pas importante pour ce vote, puisqu'il y a eu un record de vote anticipé. 2 500 000 personnes ont choisi de voter soit physiquement dans un bureau de vote de manière anticipée, soit par voie postale. C'est un bureau de vote ici, en tout cas dans ce comté, qui s'appelle le comté de Fulton, qui est particulièrement surveillé parce qu'il y avait eu des irrégularités en 2020. Et donc on a pu rentrer dans ce bureau de vote et on a vu en effet qu'il y avait eu quelques observateurs. Ce que nous disent les gens après avoir voté, donc des électeurs
principalement démocrates, c'est qu'ils votent parce que c'est leur seule manière de faire entendre leur voix, qu'ils sont très inquiets pour la démocratie, notamment au vu des candidats qui se présentent du côté républicain. Et toutes les femmes avec lesquelles nous avons pu parler nous ont parlé de leur crainte que le droit à l'avortement soit remis en cause. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu entendre ces derniers jours de la part de nombreuses femmes, donc électrices démocrates. Merci beaucoup, Julie Dingolov. Donc, en Géorgie, dans la banlieue d'Atlanta. Amy Porter, on voit bien donc ce qui est en jeu dans ce scrutin, mais on parle d'une vague rouge, en tout cas les républicains le disent. Est-ce que les démocrates peuvent encore limiter la casse ? Je ne crois pas du tout à la vague rouge. Non, donc pour pas ce que raisons. disent les sondages, mais bon. Je sais, mais le problème des sondages, c'est qu'ils se sont trompés en 2016, ils se sont trompés en 2018 quand ils ont massivement sous-estimé la vague bleue, effectivement, qu'on avait eue à cette époque-là. D'autant plus que ces dernières semaines, on a vu arriver à inonder le marché des sondages que je ne peux appeler autre que sondages poubelles, financés par les Républicains, qui donnent, comme par hasard, toujours les Républicains gagnants. Donc tout est possible. Tout est possible, surtout que les femmes, comme on vient de voir dans le reportage, sont vraiment très, très, très mobilisées. Cette idée... Et les femmes votent plutôt démocrates parce qu'elles ne votent pas toutes. Mais déjà, les femmes démocrates. votent plus que les hommes aux États-Unis. Et c'est vrai que toutes les femmes ne votent pas démocrates, mais une grande partie des femmes votent démocrates, bien sûr. Donc ça va dépendre du taux de participation. Vous êtes d'accord, Vanessa Biard-Schaeffer? C'est vrai qu'on parle d'une vague rouge côté républicain. Trump a été beaucoup utilisé d'ailleurs par un certain nombre d'élus, enfin en tout cas ou de futurs élus. Est-ce que c'est le cas? Ça va être une vague rouge? Il y a plusieurs questions en une. On va reprendre les sondages, ce que disent les républicains. Nous, républicains Overseas France, on est très précautionneux, on n'a pas encore les résultats. Il est vrai que c'est quand même fréquent qu'il y ait un changement de majorité quand un président d'une couleur, le Congrès passe d'une autre couleur, c'est classique. Il est vrai que les femmes votent beaucoup, mais il est vrai aussi que nous avons des problèmes économiques, une inflation galopante, des problèmes économiques liés quand même à la situation du Covid qui a fermé de nombreux petits business et de petites activités qui font vivre la majorité des gens. Et une mère qui ne peut pas nourrir ses enfants va effectivement aller voter. Donc vous dites finalement ce scrutin il se fait sur le bilan économique de principalement. Joe Biden. C'est principalement. Julie Assouli, c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes qu'on a vus dans cette campagne, en particulier l'inflation, donc la hausse des prix dont vous venez de parler. Elle a pris vraiment, on peut dire, elle est vraiment au centre de cette campagne plus que les autres thèmes. Bon, il y a celui de la sécurité aussi, immigration et puis l'avortement pour les démocrates. Mais est-ce que finalement la hausse du prix de l'essence est devenue, je dirais, le sujet de la bataille électorale ? Oui, le problème, c'est que quand Joe Biden a été élu, l'inflation était de 2% et aujourd'hui, elle a atteint presque 8% ou 10%. Donc, il y a une hausse de l'inflation assez vertigineuse, qui est inhabituelle aux États-Unis. Le problème aussi, c'est que les républicains ont tendance à ne pas regarder la conjoncture globale et donc ne pas prendre en compte la guerre en Ukraine, ne pas prendre en compte le fait que cette tendance à l'inflation galopante, elle est partout, en fait, dans le monde et pas uniquement aux États-Unis. Mais évidemment, c'est un argument politique de campagne. Et ça percute pendant la campagne. On va écouter Joe Biden. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière, l'un de ces moments qui se présentent toutes les 3 ou 4 générations. Nous savons viscéralement que notre démocratie est en danger. Le moment est venu pour vous de la défendre, de la préserver, de la protéger. Et je veux que vous sachiez que nous serons au rendez-vous. Souvenez-vous-en, le pouvoir en Amérique est là où il a toujours été, entre vos mains, les mains du peuple. John Rick, vous qui êtes à New York, qu'est-ce qui vous a frappé dans ces élections? Est-ce que Joe Biden a raison de dire que finalement c'est un défi pour la démocratie américaine ce qui se passe aujourd'hui? Il faut préciser que les démocrates ne cessent d'accuser les républicains et surtout les partisans de Trump d'être des fascistes, carrément des fascistes, et qu'on est menacé par une montée, une vague de fascisme qui va détruire la démocratie. Alors, moi, je trouve ça exagéré, bien sûr. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de Trump comme fasciste ou de Ron Johnson dans l'État de Wisconsin d'être un fasciste. Mais ce que ça démontre, c'est que les démocrates sont désespérés. Ils n'ont pas un programme vraiment
qu'on puisse présenter au peuple américain en leur disant « Nous avons réussi à vous aider, vous les pauvres, vous les moyennes, vous les gens qui ont voté Trump par frustration en 2016. » Donc, il y a aussi une grande partie du Parti démocrate qui est déçue par le manque de réformes. Et je parle notamment du Build Back Better. Et je peux discuter avec mon collègue démocrate là, mais c'était un échec. On blâme 2 sénateurs, Joe Manchin et Kyrsten Sinema. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je vois dans tout cela un manque de foi de la part de Biden qui a permis au programme de Bernie Sanders d'échouer, finalement. Il n'a pas défendu, parce que finalement, c'était le programme de Bernie Sanders. Grandes dépenses sur les pauvres, impôts, crédits pour les enfants, hausse de salaire minimum, tout ce qui est démocratie sociale a été retiré du projet de loi. Et vous pensez que c'est ce qui paye aujourd'hui ? Été promulgué. Oui, est-ce qu'il va payer ça? C'est pas simplement la rancune des républicains ou la peur de l'inflation, l'immigration illégale, etc. C'est aussi une déception de la part d'une grande minorité, disons, de l'électorat qui a voté pour Biden contre Trump, ou ils sont simplement votés contre Trump parce qu'ils avaient peur de Trump. Amy Porter, vous pouvez peut-être réagir à ce que vient de dire John Rick MacArthur. Je ne suis jamais d'accord avec John Rick. Donc aujourd'hui, c'est pas une exception à la règle. Je dirais qu'il faut regarder le bilan quand même. Depuis 2 ans, l'administration Biden-Harris a fait passer une quantité innombrable de lois. Ça a été les 2 ans les plus efficaces qu'on ait vus depuis des années. Alors, je les cite, il y a inscription du droit à l'avortement, volonté d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, annulation partielle de la dette étudiante qui concerne 43 millions de personnes, effacement des condamnations pour possession ou consommation de marijuana, loi sur les infrastructures, 1200 milliards, ça c'était transpartisan, loi sur les semi-conducteurs, 200 milliards sur 5 ans, voilà. Bon, une inflation à 8,5%, mais c'est intéressant parce que ce que vous dites, il a quand même fait des choses, mais on a l'impression que la perception des Américains n'est pas celle-là. Et c'est peut-être ce que dit John Rick, c'est-à-dire qu'à gauche, en tout cas, ils n'ont pas l'impression qu'il est vraiment agi. Il n'est peut-être pas allé assez loin. Les 35% de l'électorat qui voteront pour Trump, peu importe ce que fait Trump, ce que dit Trump. Hier, Trump a dit qu'il fallait mettre tous les journalistes en prison. Vous serez heureuse de le savoir. Il a dit qu'il fallait abattre les dealers de drogue et envoyer la balle à leur famille. L'économie ne s'est jamais portée aussi bien. Or, l'inflation, que Joe Biden ne peut pas contrôler, le président ne peut pas influer sur l'inflation. Nous savons tous ici en France, on a le même problème. Ce qu'ils ont pu faire, donc, c'était de passer des lois qui réduisent les coûts de l'énergie, qui réduisent les coûts des médicaments, pour aider justement les gens à faire des économies. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie côté démocrate, Amy Porter? On a toujours un problème de pédagogie. Entre la perception justement des Américains et ce qu'il a pu faire, déjà il y a et puis bon, j'imagine que vous avez aussi un commentaire à faire, Vanessa Gershefer. Oui, parce que là, il faut quand même parler de ce qui s'est passé lors du Covid. Toutes les petites entreprises. Qui était président pendant le Covid? Je peux terminer. Laissez-la répondre. Vanessa Gershefer. Plein de petites entreprises, de petits artisans, de gens, de commerçants ont été complètement éliminés. Les communautés noires ont été les premières touchées. C'est un massacre. On nous parle de milliards. On voit, alors, je veux dire, la différence entre la carte et le territoire. La carte, c'est oui, on investit, on fait ceci, mais concrètement, dans la vie quotidienne des gens et des Américains, ils n'en voient pas les effets et ils sont fatigués. Et effectivement, il y a un double effet, à mon avis, au niveau électoral. Des républicains qui vont continuer à voter républicain et le centre-gauche, qui était démocrate, qui ne vote plus démocrate. Parce entre les discours et la réalité quotidienne, Trump ou sans Trump, je veux dire, personnellement, les démocrates ramènent toujours le sujet sur Trump parce que justement, ils ne veulent pas débattre des vrais sujets et des vrais problèmes des Américains. On a l'impression que les républicains avaient besoin de Trump pendant cette campagne. Non. Il en a soutenu un certain nombre. Il y a des leaders qui viennent d'émerger. Ron DeSantis en Floride. Personnellement, je pense que Trump de dauphin quand même et comme Biden, c'est la génération, excusez-moi, pour ceux qui ont un certain âge, plus âgés ou qui sont les baby boomers, ils n'ont pas laissé les générations suivantes le leadership se renouveler dans leur parti.
et démocrates en particulier, républicains aussi. Et là, il va falloir qu'émergent des nouveaux leaders si on veut que les démocrates et les républicains... parce qu'un système de parti unique, personne n'en veut, ni républicain ni démocrate. Il faut toujours une opposition pour qu'un système démocrate fonctionne de manière équilibrée. Mais il va falloir, excusez-moi, Biden, quelquefois, on voit bien que c'est un système qui est arrivé en bout de course. En tout cas, il a un problème d'image, Biden. Hein, Julie Assouli. Il n'a jamais... il n'imprime pas. Non. Alors, il n'a pas été choisi... non, c'est pas ça. Attendez, John-Rick, je vous fais réagir juste après. Pardon. Et il n'a pas été choisi parce qu'il avait un fort soutien du côté démocrate. Il a été choisi pour contrer Donald Trump. Donc, partant de là, sa popularité, même quand il a commencé à être sa présidence, n'était pas très haute. Il est très vite tombé, en fait. Son taux de popularité, au bout d'un an, a fortement baissé. Mais je ne pense pas que ce soit le problème fondamental, en fait. Le problème Quel est-il, alors ? Le problème fondamental, c'est que la polarisation qui accourt aux États-Unis depuis maintenant un certain temps et qui s'est intensifiée sous l'ère Trump, n'a jamais cessé. Donald Trump, quand il a été déclaré perdant, n'a jamais concédé. Et le fait de ne pas concéder a continué à attiser beaucoup de violence au cœur du pays. Et je pense que Biden n'a pas pu réellement développer son programme d'unité à cause de, justement, ces gens qui ont nié les résultats de l'élection. Et quand il dit qu'il y a un problème démocratique, je pense que c'est lié, en fait, à ces personnes qui nient les résultats de l'élection. Et la plupart, 60% des républicains qui sont candidats, nient les résultats des élections, ce qui est quand même problématique. John-Rick, vous êtes d'accord ? Alors, c'est vrai que les sondages le montrent, que les républicains pensent toujours qu'une partie des républicains pense toujours que l'élection a été volée. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours des fous furieux un peu partout. J'en ai vu hier, j'étais sur le terrain, et il y a le républicain Lee Zeldin, candidat pour être gouverneur de l'État de New York. C'est un fou. Il dit des choses incroyablement stupides et il est sur le point de gagner contre la gouverneure sortante. Mais pour revenir sur Biden... Biden, ce n'est pas une question d'image, c'est une question de fait. Il a été choisi, excusez-moi, mon collègue démocrate, il a été choisi pour contrer, Amy Porter, il a été choisi pour contrer et détruire la candidature de Bernie Sanders, d'abord et avant tout. Après, il est devenu le candidat anti-Trump, c'est vrai. Son programme, c'était un programme de maintenir l'équilibre dans son parti et, en fin de compte, il a accédé aux revendications d'un certain Joe Manchin et pas celle de Bernie Sanders. Joe Manchin, juste pour expliquer aux téléspectateurs, Joe Manchin qui est en fait l'aile droite du Parti démocrate et qui s'est opposé à un certain nombre de réformes. Oui. Je note juste en passant que Biden a quand même gagné. Donc, excusez-moi, et encore une petite précision, un clientéliste qui a été récompensé, lui et sa femme, par Biden directement. Elle a été nommée à la tête d'une grande commission de, je ne sais pas, régionale dans Virginie occidentale, où elle aura le droit de dépenser des milliards de dollars d'argent fédéral. John-Rick, juste 3/4 des Américains, d'après ce que j'ai lu, pensent que la démocratie est menacée, donc républicains et démocrates. En Arizona, c'est en tout cas l'un des États clés de ces élections. Il y a eu des tensions près des bureaux de vote. Vous allez regarder ce reportage de nos envoyés spéciaux Loïc Piala à Tucson, justement, en Arizona, et on le retrouvera ensuite. It is your morning ritual with me, Garrett Lewis, KNST AM 790 Tucson. Tous les matins, la ville de Tucson se réveille avec sa voix. Garrett Lewis anime une émission très marquée à droite. Au programme ce jour-là, de nouveaux doutes sur les élections de 2020. Les démocrates ont un terme pour les gens comme Lewis, election denier, ceux qui contestent le résultat du scrutin. Oui, je crois que la fraude a été générale. Des officiels démocrates ont changé la façon de compter les voix. Si vous envoyez votre bulletin par la poste, 12 paires de mains le manipulent. Qui sait ce qui peut arriver ? Alors Garrett Lewis et d'autres demandent la fin du vote par correspondance. Le risque de fraude est trop grand selon eux, même si aucune étude ne le confirme. Ils ne veulent pas non plus du vote anticipé. En Arizona, comme dans ce bureau, on peut déposer son bulletin en personne depuis près d'un mois.
et Mark Finchem est à leur écoute. Cet ancien policier brigue le poste de secrétaire d'État en Arizona, autrement dit, l'homme qui supervise les élections dans l'État. Il assure qu'en 2020, il n'aurait pas certifié le résultat de la présidentielle. On ne nie pas qu'il y ait eu des élections. On s'interroge juste sur le résultat. À ceux qui disent que compter les voix prendra un mois, si on ne peut voter qu'au jour de l'élection, je réponds que la France compte 64 millions de bulletins de vote. Il me semble que c'est ce nombre-là en une seule journée. Mais la vraie star, c'est Kari Lake, une journaliste de télévision devenue candidate au poste de gouverneur. Elle ne croit pas non plus aux résultats de 2020. Le New York Times l'a décrit comme une Donald Trump avec du rouge à lèvres. J'aime bien demander ça en présence des fake news. Combien d'entre vous ne regardent plus les fake news? La frontière pose problème depuis des années. Les politiciens promettent de changer les choses depuis des années, mais personne n'a jamais rien fait jusqu'à l'arrivée du président Trump. Chez ses sympathisants, on rejette l'appellation d'election denier. Nous avons beaucoup de questions, toujours sans réponse. Répondez-nous. L'Arizona aura donc les yeux rivés sur les centres de dépouillement cette nuit. Les résultats s'annoncent très serrés. Pas de quoi apaiser les doutes d'une partie des votants. Direction tout de suite Tucson, en Arizona. On retrouve justement Loïc Piala, notre envoyé spécial. Loïc, vous avez donc fait ce reportage. Alors, vous êtes devant un bureau de vote, là, à Tucson. Est-ce que les choses sont un peu plus apaisées? Quelle est l'ambiance? On a vu qu'il y a tout de même eu des tensions près des bureaux de vote pendant ces dernières semaines, en Arizona. Alors dans ce bureau de vote ici à Tucson, tout se passe bien. Les membres de l'organisation Election Protection nous l'ont confirmé. Le bureau de vote est ouvert depuis 6 h du matin. Les membres d'Election Protection, ce sont ces femmes que vous voyez derrière moi avec un t-shirt violet. C'est une organisation apolitique qui assiste les électeurs, mais plus au nord, dans le comté de Maricopa, autour de Phoenix, là où votent 2 tiers des Arizoniens. Un bureau sur 5 aurait rencontré des problèmes techniques avec cette machine qui permet d'enregistrer les votes. Alors c'est un bug mineur. Les votes seront comptabilisés un peu plus tard, mais dans le climat de défiance dont on vient de parler dans le sujet précédent, évidemment que ça ne va pas rassurer ces milliers d'Arizoniens qui doutent du résultat des élections de 2020 et qui s'interrogent sur les résultats à venir aujourd'hui. On peut voter ici depuis le 12 octobre en vote anticipé et notamment via des Dropbox, des sortes de boîtes à lettres dans lesquelles on peut déposer son bulletin, et des citoyens inquiets se sont positionnés à proximité de ces boîtes à lettres pour filmer, pour prendre en photo des plaques d'immatriculation, pour s'assurer que, on ne bourrait pas les urnes, sachant qu'on peut tout à fait déposer plusieurs bulletins, ceux des membres de sa famille. Par exemple, un juge a estimé qu'il s'agissait là d'une intimidation des électeurs. Il leur a demandé de se tenir à 25 mètres au moins de ces boîtes à lettres, et même à 60 mètres pour les observateurs armés, parce que nous sommes en Arizona, on a le droit de porter une arme en public ici. Merci Loïc Piala, donc en direct de Tucson. Vanessa Biard-Schaeffer, j'aimerais vous faire réagir tout de même sur ce comportement, le fait qu'effectivement une grande partie des républicains pensent encore que l'élection de Biden a été volée. On a vu ces denials, donc ces personnes qui doutent. Celle de Trump. De Trump, pardon, a été volée. Les denials qui doutent donc des résultats du scrutin. Est-ce que ça n'est pas là une vraie menace pour la démocratie américaine ? Alors ça, c'est la propagande actuelle. C'est de la propagande, vous dites. Laissez-moi terminer. Je suis d'accord avec votre invité de Harper. Je pense qu'il y a toujours dans certains camps, et que vous preniez républicains ou démocrates, des jusque-boutistes, des gens qui sont excités, qui sont aussi énervés. Si vous avez jamais organisé un scrutin, vous savez qu'il faut un certain protocole pour justement calmer les esprits, pas forcément de gens qui ont l'air a priori dangereux. Je pense que c'est une propagande qui vise à discréditer, si vous voulez, le clan républicain. Alors que propagande de qui ? Pardonnez-moi, une propagande de qui ? Écoutez, vous prenez des exemples extrêmes et vous en faites une généralité. Je veux dire, c'est de bonne guerre, ça fait partie des techniques de campagne politique. Donc pour vous, il n'y a pas de problème démocratique aux États-Unis Le problème alors, si on est arrivé là, c'est que techniquement, il y a des questions qui se posent sur l'organisation des élections. Donc à ce moment-là, il faut que les deux camps, les deux partis se réunissent et trouvent des solutions concrètes. C'est pas la peine de jeter l'opprobre sur des gens qui sont convaincus qu'il y a des abus. Ce qu'il faut, c'est donner des réponses techniques, juridiques et organisées. Regardez le système électoral en France. Je crois qu'il se passe généralement très bien. Donc, c'est possible. Difficile de comparer. Mais le fait que Donald Trump n'ait toujours pas reconnu sa défaite, par exemple, le fait que Donald Trump n'ait toujours pas... Alors, non, mais il était très présent dans cette campagne. On revient toujours sur Trump. On revient toujours sur Trump. Et actuellement, il est le chef du parti, c'est normal. Je peux terminer. Vous revenez toujours sur Trump. Il n'est pas président. Aujourd'hui, c'est Biden.
les démocrates ont la majorité, nous sommes dans les midterms, donc parlons du bilan des démocrates. Si on revient, peut-être que dans 10 ans encore, mais peut-être que dans 10 ans encore, on parlera de Trump. Moi, je veux bien, mais on parlera aussi encore de Kennedy dans 20 ans, peut-être. Mais effectivement, les Américains pensent quand même, ils sont 3/4 à penser qu'il y a des problèmes de démocratie dans ce pays. Donc, vous pouvez répondre peut-être à ce que vient de dire. Bien sûr, c'est Est-ce qu'on est dans de la propagande? Est-ce que c'est effectivement une toute petite minorité des républicains qui pensent que l'élection a été volée? Ou est-ce qu'au contraire, le parti, il y a une grande partie de ce parti qui pense toujours cela? Donc, une vraie défiance à l'égard des institutions américaines. Dans le scrutin d'aujourd'hui, vous avez 300 candidats qui nient les résultats de l'élection de 2020. Pour des postes clés comme secrétaire d'État et procureur général de chaque État, ce sont les gens qui régissent les élections. Donc si nous lisons là maintenant des gens qui ont déjà dit, comme Kari Lake que vous venez de montrer en Arizona, qui ont déjà dit qu'ils ne vont pas certifier les résultats de l'élection, tout ça c'est pour préparer 2024 quand Donald Trump va se représenter. D'ailleurs, il va annoncer le 15 novembre, c'est peut-être un scoop, mais c'est vrai. Et en 2024, ils vont dire « Ah non, on n'arrive pas à compter, l'élection n'a pas été légitime et donc Trump devient dictateur à vie. » Donc, vous imaginez ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire d'avoir 300 candidats aujourd'hui qui ont déjà annoncé de la couleur, qui ne vont pas certifier les élections. Je voudrais quand même revenir rapidement sur la mauvaise foi de Vanessa de tout à l'heure, parce qu'on est habitué à la mauvaise foi des républicains, mais là c'est olympique. De dire que le Covid, c'était la faute de Biden. Si mes souvenirs sont bons, de janvier 2020 à janvier 2021, c'est Donald Trump qui était président et on a eu 1 million de morts de Covid grâce à son ingérence dans cette pandémie. Donc ne dites pas que c'est la faute de Biden. Les répercussions sur l'économie, j'ai les chiffres. On a 10 millions de postes créés en 2 ans. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Il y a 2 postes pour chaque chômeur aujourd'hui. Arrêtons avec les républicains sont meilleurs pour l'économie. C'est démontrablement faux. Julie Assouline, toujours pour revenir sur cette menace de la démocratie américaine, je lisais donc un papier de Douglas Kennedy, un écrivain américain qui est évidemment démocrate, faut le dire. Mais lui pense que finalement, si les républicains sont victorieux, l'Amérique deviendra, je le cite, une théocratie ultralibérale qui pourra déboucher sur une guerre de sécession. Il dit les côtes Est et Ouest formeront une nouvelle république. Et c'est pas le seul d'ailleurs à écrire ça. On est un petit peu, c'est ce qu'il dit, un certain nombre d'intellectuels le disent, comme avant la guerre de sécession, et on pourrait se retrouver avec un pays totalement divisé et même effectivement une nouvelle république entre les États démocrates et puis de l'autre côté les États républicains. C'est un scénario possible. C'est un scénario catastrophe, faut quand même le rappeler, mais il est vrai que les blessures de la guerre de sécession n'ont jamais guéri. Preuve en est le fait que ce qu'on appelle aux États-Unis le voter suppression, qui consiste à retracer les districts, par exemple, dans certains États où, pour priver la communauté noire de ses voix, a toujours existé, existe encore. Donald Trump, aujourd'hui, est sous le fait d'une accusation d'avoir essayé de convaincre le procureur, la personne qui est en charge de compter les votes en Géorgie, arrêter de compter les votes, en gros, et de lui donner le nombre de voix dont il avait besoin pour remporter l'État. Donc ça, c'est une preuve, oui, que la démocratie est en danger. Et je comprends complètement ce que dit Douglas Kennedy à ce sujet-là, parce qu'effectivement, les tensions sont telles et le déni de démocratie est tel dans certains États que ça devient très préoccupant. Mais comparer avec la France n'est pas chose possible, puisque le système électoral est différent dans chaque État aux États-Unis, alors qu'en France, il est unifié. Donc, on ne peut pas du tout comparer les deux systèmes. John Rick, est-ce que le pays va imploser? Est-ce qu'il peut imploser, comme dit Douglas Kennedy? Je ne veux pas jouer le rôle du docteur Pangloss dans Candide, mais il faut dire qu'il y a le bon côté du Trumpisme, il y a très peu à louer là. C'est le fait qu'il a suscité une participation énorme dans le scrutin de 2020. Moi, je vois un taux de participation dans la démocratie américaine plus élevé, plus enthousiaste. Et donc, ce n'est pas tout à fait horrible que Trump soit tellement horrible. Mais d'autre part, il faut dire que ce n'est pas un manque tellement de foi dans la démocratie. Il y a un manque d'éducation chez les électeurs. On a complètement perdu pas complètement, nous avons
perdu une grande partie de notre sentiment, notre esprit civique aux États-Unis. L'idée de la citoyenneté est en disparition. Et ce n'est pas les démocrates qui fait leur mieux vraiment de le renforcer, malheureusement. Les républicains, les gens comme Lee Zeldin sont pires, mais il n'y a pas un consensus sur l'idée de la démocratie, l'idée de la citoyenneté aux États-Unis. Il y a des sentiments de rancune, de ressentiment contre les élites. Et comme je dis toujours, ça remonte aux traités, aux accords de libre-échange promulgués par Bill Clinton. Nous avons une classe ouvrière complètement aliénée qui a été dépouillée par la politique bipartisane de Clinton et de Bush. Et il y a tout notre emploi. C'est un peu comme en France, je le répète. Les anciens communistes dans le Nord qui votent Front National. Ce n'est pas tellement différent chez nous. Les anciens syndicalistes qui travaillaient dans des usines d'automobiles qui aujourd'hui votent pour Trump ou votent pour ce type J.D. Vance dans l'État de l'Ohio, qui est un faucheton. On ne peut pas imaginer un pire faucheton. Mais maintenant, il a convaincu une bonne partie de la classe ouvrière dans l'État d'Ohio que c'est lui vraiment le champion de la classe ouvrière. Ce qui est ridicule, c'est risible. On va voir tout de même l'impact qu'aurait sur la politique de Joe Biden une victoire des républicains. Est-ce qu'effectivement l'Inflation Act perdurerait, le plan infrastructure et puis surtout l'aide américaine à l'Ukraine. On sait que c'est l'un des enjeux de cette élection. Il n'y a qu'à écouter Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui s'est exprimé aujourd'hui à ce sujet. Je vous demande de maintenir une unité inébranlable, comme c'est déjà le cas, et ce jusqu'au jour où nous entendrons tous ces mots importants dont nous avons rêvé, jusqu'à ce que nous entendions que la paix a finalement été rétablie. Les démocraties ne doivent pas s'arrêter en chemin vers la victoire. Et en fait, il demande aux États-Unis de continuer à les aider, quel que soit le résultat du scrutin. Est-ce qu'effectivement, cette aide américaine à l'Ukraine peut changer si les républicains l'emportent ? Alors, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Je peux juste vous dire ce que les uns et les autres ont dit. Donc, du côté démocrate, on ne change pas de position. Du côté républicain, on voit là, il y a quand même une scission aujourd'hui dans le Parti républicain. Vous avez le leader du Sénat qui a dit l'Ukraine, on n'y touchera pas, et le leader, futur peut-être leader de la Chambre, qui dit ce n'est plus un chèque en blanc. Mais si les républicains passent de toute façon dans la Chambre, pendant 2 ans, personne ne va gouverner. Ils vont juste lancer des investigations, se venger contre les démocrates, et ça sera le chaos et la cohabitation dans la pire des situations. Vanessa Bier-Schaeffer, est-ce qu'effectivement il peut y avoir un basculement dans l'aide ? Attendez, je vous fais réagir après, John Rick. Juste laissez Vanessa Bier-Schaeffer, justement, sur cette aide à l'Ukraine. Est-ce que, parce qu'on a vu effectivement qu'un certain nombre de républicains commençaient à être plus frileux, en tout cas. Le leader, effectivement, la Chambre McCarthy a bien expliqué que si les républicains étaient élus, il n'y aurait pas de chèque en blanc à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'ils veulent de l'accountability, ils veulent savoir où va l'argent, comment ça se passe, parce qu'il y a quand même des questions qui se posent sur comment l'argent est alloué à l'Ukraine ou à d'autres événements internationaux. Et quand vous avez une population américaine dont 40% n'a plus d'économie, 80% ne peut pas ou a des difficultés même pour subvenir à ses besoins, une famille de 2 enfants, c'est à peu près les chiffres qu'on a, il est normal que les électeurs se demandent où passe l'argent du budget fédéral qui est en déficit. Donc ça veut dire qu'il y a une grande chance qu'effectivement cette aide américaine soit diminuée si les républicains obtiennent la majorité à la Chambre. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a une aide qui est donnée, que ce soit pour l'Ukraine ou pour autre chose, il faut qu'il y ait une transparence. Il ne suffit pas de dire, écoutez, il y a quelque chose d'un peu choquant de voir un leader, un représentant d'un pays étranger demander aux États-Unis, il me faut tant, il faut, etc. Enfin, il y a quand même, c'est irréel. L'image est irréelle. Donc on voit quand même votre positionnement différent de celui de Joe Biden, Julia Soulier.
Non, je ne pense pas que ce soit si réel que ça, puisque ça a déjà eu cours par le passé. Les États-Unis ont quand même une position géopolitique très importante, notamment une position de défenseur de la démocratie, en l'occurrence. Et je pense que la position de Joe Biden est justement axée sur cette tradition de défendre la démocratie là où elle est en danger. Bon, effectivement, ce n'est pas une mesure qui est très populaire chez les partisans républicains, pour les raisons que vous donniez à l'instant. Bon, c'est pas du tout surprenant. Effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des crises économiques où l'inflation était élevée, les Américains ont eu tendance, par le vote, à se retrancher sur les problèmes américains et à plutôt se concentrer sur ces problèmes-là. Donc, de façon non surprenante, si les Républicains l'emportent, il y a de fortes chances, oui, pour que le budget alloué à l'Ukraine soit diminué, soit complètement annulé. John Rick, vous êtes d'accord ? J'allais juste dire que l'industrie d'armement verse énormément d'argent dans les poches des deux partis, surtout des démocrates, parce qu'ils sont en majorité en ce moment. Et on verra bien si McCarthy, s'il devient chef de la majorité, s'il tient bon à ses promesses d'être plus prudent avec l'argent des Américains. Mais ce qui sera plus intéressant, à mon avis, sera l'investigation qui sera sûrement lancée par les républicains contre le fils de Biden, Hunter Biden, et sur ses affaires personnelles. C'est évident que Biden, le fils Biden, est plutôt corrompu. Il a fait des choses que les clientélistes permettent normalement. Mais en ce moment, il est très vulnérable, Biden, à cause de son fils. Et c'est là où ça va vraiment péter. Vraiment. En quoi ça aidera la pauvre femme qui ne peut pas nourrir ses enfants d'investiguer le fils de Biden? Mais les républicains se sont tombés sur la tête, franchement. Et quand on dit que la démocratie est en péril, c'est de ça qu'on parle. Trump qui ment, le menteur en chef depuis 2 ans, qui dit « j'ai gagné l'élection ». Pourtant, il n'est pas à la Maison-Blanche, il n'est pas dans Air Force One. Mais bon, j'ai gagné. Et il a fait croire à des millions de supporters, les 70 millions qui ont voté pour lui. Je note au passage que Biden en a eu 7 millions de plus. Mais bon. Et ces gens, maintenant, il a attaqué la véritable fondation de la démocratie en faisant douter l'intégrité des élections à tous ses supporters. Ce n'est pas juste farfelu, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais c'est pas le sujet. On vient pas parler. Mais non, ça fait partie de ce que disait John Rick, c'est que ce que j'adore chez Amy, c'est qu'on revient toujours aux élections présidentielles. On est au midterm, il y a du temps qui s'est passé, on parle de l'Ukraine, on parle de l'argent qui est dépensé par le... C'est pas moi qui suis en 2020, hein, c'est les républicains. Vous êtes vous. En tout cas, les républicains voudraient un certain nombre impeached Biden ou pas. Destituer. Le destituer. Écoutez, c'est comme... Dites-le, oui ou non, Vanessa Bier-Schaeffer. Non, on ne peut pas faire de généralité. Si vous voulez qu'on ait effectivement des raisonnements très simplistes, binaires, alors vous ne m'invitez pas Monsieur de Harper, vous n'invitez pas... Bon, Amy, je ne sais pas, parce qu'elle est très sur Trump, c'est l'obsession Trump. Il y a déjà des procédures de destitution qui ont déjà été faites. Ça ne va mais par qui? Par les démocrates? Non. Mais par les démocrates. Par Marjorie Taylor Greene. Non, mais avant. Si, là, maintenant, dans le quel est le président qui a eu le plus de procédures d'impeachment? Non, mais comme vous parlez du passé, moi aussi, je vais parler du passé. Faisons les comptes, faisons les bilans. Je vous dis ce que les gens ont dit. Non, mais moi, je vous dis ce que les démocrates ont fait. Mais on n'a pas de motif. Je vous fais ce que vous avez fait. Parce que nous disons. Ils vont destituer Biden parce que le chômage est au plus bas depuis 50 ans. Je comprends. Il devrait y avoir des procédures, en tout cas, si les républicains l'emportent. En tout cas, Donald Trump, je sais que vous ne voulez pas qu'on en parle, mais malheureusement, il était là pendant toute cette campagne. On l'a vu, on avait même l'impression qu'il y avait une sorte de bagarre entre Trump d'un côté, qui soutenait ses dauphins, et puis Biden de l'autre, avec Obama, bien sûr, pour l'aider. Et Donald Trump était tellement présent que dans l'Ohio, à Dayton, il y a 3 jours, eh bien, il a dit quelque chose. Il n'y a qu'un seul choix pour mettre fin à cette folie. Si vous soutenez le déclin, la chute de l'Amérique, vous devez absolument voter pour les fous démocrates de la gauche radicale. Et si vous voulez arrêter la destruction de notre pays et sauver le rêve américain, alors mardi,
Vous devez voter républicain pour engendrer la vague rouge géante que nous attendons tous. Bon, et puis il a dit qu'il allait faire une grande annonce le 15 novembre à Mar-a-Lago. Donc il est présent là, Vanessa Gershofer. Donc il va annoncer quoi? Qu'il sera candidat? Il ne faut pas être naïf. On sait très bien quelle est la technique de communication de Trump. Il essaie de tout le temps d'occuper le territoire. Et alors les démocrates et les journalistes effectivement s'engouffre dans la brèche parce que c'est un bon client. Parce que c'est un bon client. Et effectivement, dire que le 15 novembre, juste avant les midterms, il va se passer quelque chose, c'est un film d'Hollywood. C'est-à-dire que tout le monde est en attente, en haleine. Les journalistes ne parlent que de ça. Donc vous n'y croyez pas qu'il pourrait se présenter en 2024? Je vais vous dire, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas son attaché de presse. John Rick MacArthur, votre réaction? Il va se prendre sa revanche, Donald Trump? Il a déjà pris sa revanche. Oui, mais enfin bon, est-ce qu'il va se représenter de l'avoir trahi. Et non, je ne suis pas certain parce que ça dépend des résultats demain. Mais je veux dire quelque chose d'optimiste parce que bien sûr, je déteste Trump. C'est l'horreur. Mais finalement, il est en train de diviser le parti de déchirer le parti républicain. Oui. Il a traité son candidat, le candidat qu'il appuie dans l'Ohio, J.D. Vance, dont j'ai parlé tout à l'heure, il l'a traité de lèche-cul. C'est incroyable ce qu'il vient dire. Alors, le démocrate Tim Ryan, maintenant, il se moque ces derniers jours de cette idiotie, cette insulte, cette injure qu'il a lancée contre son candidat. En même temps, il a insulté Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, très populaire, et un rival potentiel dans 2 ans, en 2024, contre Trump. Alors, il y a une dispute interne au Parti républicain qui pourrait finalement sauver le pays. Je ne sais pas si... Mais est-ce qu'il va se présenter, à votre avis? Ça va vraiment finalement se passer comme ça. Je ne suis pas certain. Ça dépend de son état juridique. Et parce qu'il a très peur de perdre. Il a très peur de perdre. Et s'il est battu de nouveau... peut-être dans les primaires républicains, peut-être dans l'élection générale, il sera humilié. Et ce type a vraiment peur d'être humilié. Julia Souly n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas convaincu. Julia Souly, vous pensez, vous, qu'il va tenter d'aller jusqu'au bout et prendre sa revanche? Il attend que ça depuis 2 ans, évidemment, qu'il va se représenter. C'est un secret de polichinelle. De nombreux commentateurs politiques aux États-Unis ont d'ailleurs, en off, écouté des conversations de conseillers de Trump qui lui auraient conseillé d'arrêter de faire la promotion de sa propre campagne au lieu de promouvoir les candidats républicains, puisqu'il a tendance quand même à beaucoup ramener la couverture médiatique vers lui, pour la simple et bonne raison qu'il est en campagne. Évidemment qu'il est en campagne pour lui-même et pas pour le Parti républicain, puisque, comme vous l'avez rappelé et comme on l'a vu dans le sujet, il insulte de nombreux candidats républicains qu'il se met à dos, et ceux qui ne se rallient pas à sa cause sont écartés du Parti républicain, comme Liz Cheney dans le Wyoming, par exemple. Et porterait de Biden, alors? Lui aussi, 2024? On referait le match en 2024, Biden-Trump? Oui. Oh oui. Vous pensez? Oui, Attends, laissez Amy Porter parce que... Je n'ai pas amené ma boule de cristal. Biden s'est déjà prononcé dessus. Il a dit qu'il allait se représenter. Évidemment, il est obligé de dire ça parce que s'il dit le contraire, il est tout de suite hors jeu pour les 2 ans qui viennent. Bon, ça, c'est de la politique. Alors après, dans 2 ans, est-ce que sa femme ne va pas lui dire « Allez, Joe, il est temps de prendre ta retraite ». Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, s'il y avait un rematch Biden-Trump, je vous rappelle qu'il y a personne qui mobilise les démocrates comme Donald Trump, donc Biden le remportera à nouveau. Ah, c'est ce que vous pensez, Vanessa? Moi, je pense qu'on prépare la raison parce que je me suis toujours été étonnée, mais peut-être que Amy ou Monsieur peut me donner la réponse. Pourquoi on a mis un octogénaire
à ce poste qui est quand même physiquement très... Ils ont 3 ans de différence. C'est ça, c'est Ils ont que 3 ans de différence. C'est pas si jeune. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-la terminer. Je me suis déjà prononcée sur le fait que je trouvais que les leaders étaient âgés, quel que soit le camp. Donc ça, c'est mon opinion, comme on dit, personnelle. Donc place aux jeunes, vous dites-vous. Ah oui, je dis place à la génération X, enfin les 70, 80. Alors laissez-moi finir. Je pense que une des raisons, c'est aussi une préparation d'une candidature qui, de temps en temps, ressort de Michelle Obama. Vous comprenez que si on avait mis quelqu'un qui était susceptible de faire 2 mandats, c'est difficile après 2 mandats de revenir. Le temps qui passe est quand même assez important. Et je suis encore une fois, je ne me prononce pas au nom des Républicains. Mon opinion, mon analyse, je pense qu'il chauffe la place, si vous voulez, il garde la place pour d'autres candidats. Ou alors, c'est que vraiment cette génération ne veut pas laisser la main et qu'il faut qu'elle meure pour que de nouveaux leaders plus jeunes... il faudrait une nouvelle génération, Amy Porter, vous pensez aussi ? Ah ben moi, je ne suis pas contre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de candidats côté démocrate qui sont prêts, qui n'attendent que ça. Ça se bouscule au portillon. Merci beaucoup, Amy Porter, d'avoir été avec nous. Julie Assouli. Merci beaucoup, Vanessa Bier-Scheffer. Merci, John Rick MacArthur. Vous étiez avec nous en duplex de New York. Merci aussi à nos envoyés spéciaux, Julie Dungeloff, qui était avec nous en Géorgie. Et puis Loïc Piala, qui était avec nous en Arizona, que vous pourrez suivre ce soir, parce qu'il y a bien sûr, on va suivre en direct ces élections américaines. Ça sera toute la nuit sur France 24. Restez avec nous.